qui est intéressant avec le terme robot, ça permet aussi de réfléchir ensemble sur l'avenir de l'humanité avec ces objets-là. En France, culturellement, il faut qu'on en débatte. On ne peut pas accepter quelque chose comme ça. Est-ce que je dois faire confiance en la personne qui est derrière cette technologie ? Il n'y a personne qui va vouloir être en retard, c'est comme la bombe nucléaire. C'est exactement pareil. Ça ne fait qu'écrire ce que tout le monde pense. Ce débat, effectivement, il est sans fin. On n'a aucune définition d'intelligence artificielle, on ne s'entend pas entre pays. Bonjour à tous, on se retrouve pour un épisode de Almost Human. Aujourd'hui, je suis avec Isance qui va nous parler d'un sujet exceptionnel. On s'est eu au téléphone et j'ai pas trop voulu me spoil, mais ça parlait de Terminator. Bonjour Isance, comment tu vas ? Bonjour Jean-Baptiste, merci pour l'invitation. Écoute, je vais très bien ce lundi matin ensoleillé. Super. Est-ce que tu pourrais faire un petit topo de qui tu es et sur quoi tu travailles pour que les gens puissent voir s'ils ont envie d'écouter ces sujets-là ? Oui, pas de problème. Donc, Isance de France, je travaille actuellement au sein de la Gendarmerie nationale sur les sujets d'intelligence artificielle. En réalité, ça fait plus de 10 ans que je travaille sur ce sujet-là. J'ai commencé en 2012 avec l'intelligence artificielle dans les robots, dans le milieu de la sécurité défense. Donc j'ai fait 10 ans de recherche sur Terminator dans les guerres en 2050. Donc vraiment un sujet très spécifique qui n'était pas tant à la mode d'ailleurs en 2012-2013. Donc maintenant on n'arrête pas d'en parler, mais... voilà, donc j'ai commencé avec ça. Et puis ensuite, j'ai fait un petit tour dans un think tank où j'ai pu un peu ouvrir mes horizons. J'ai travaillé sur l'intelligence artificielle et l'environnement. Donc le think tank, c'était l'Institut Sapiens. Et puis je suis arrivée au sein de la Gendarmerie nationale. Je connaissais moins les enjeux de sécurité nationale et les enjeux territoriaux. Du coup, voilà, c'est pour ça que je suis arrivée il y a 2 ans au sein de la direction générale. Voilà. C'est génial. Et donc c'était une thèse, c'était comment Exactement, c'est une thèse en droit international. En fait, j'étais étudiante en droit international, spécialisée en droit international humanitaire. Donc c'est tout ce qui est règles de droit dans les guerres, dans les conflits armés. Et puis, sortant de mon Master 2, j'ai commencé une première thèse sur l'Europe de la défense et je me suis dit, c'est un peu casse-gueule. Donc, finalement, ça m'avait bien donné raison. Et puis après, je me suis dit, en fait, l'histoire amusante, c'est que mon mari me dit un jour, tiens, regarde le robot, cette vidéo sur YouTube du robot de Boston Dynamics, qui est une grosse entreprise de robotique aux États-Unis. Et je vois ce petit robot qui marchait et je me suis dit, ça c'est le sujet de demain dans les conflits armés, parce que je voulais continuer à travailler dans ce champ-là. Et donc voilà, j'ai commencé comme ça ma thèse de droit international liée à ce sujet spécifique du robot capable de décider et d'agir dans les guerres. Trop intéressant. Ouais. Donc Boston Dynamics, tu m'arrêtes si je me trompe, c'est à la base, il y a quelques années, un petit robot qui arrivait à marcher, ensuite il poussait, il arrive à tenir debout. Exactement. Et maintenant les derniers, ils font des saltos, ils font 1m80, Exactement. ils peuvent marcher comme un vrai soldat. Et ouais. Exactement. C'est une arme Non, avec un ordinateur dedans. Comment c'est quoi le terme du coup? Alors c'est quoi le terme? Du coup, effectivement, en 2010-2011, sort des laboratoires de recherche de Boston Dynamics qu'on appelle une mule. Donc ça avait plutôt l'allure d'un espèce de chien. Et sa vocation première, c'est finalement de transporter du matériel militaire ou du matériel civil, enfin peu importe. L'objectif premier finalement de ce robot-là était de transporter du matériel. Et puis peu à peu, donc là ça fait 10 ans, plus de 10 ans en fait, que les recherches existent. On a communiqué dessus en 2011-2012, mais en réalité ça fait plus de 20 ans, plus de 25 ans que les États-Unis, et pas que d'ailleurs, Israël aussi, travaillent sur ce sujet-là. Aujourd'hui, effectivement, on voit des robots capables de se mettre sur 2 jambes, capables effectivement d'aller à un point A à un point B. En réalité, effectivement, on a inséré un peu d'intelligence artificielle dans leur corps
mécanisés, mais ça ne fait pas d'eux finalement des robots au sens premier, c'est-à-dire des technologies capables de dire tiens, je vais aller à droite ou je vais aller à gauche. En réalité, tout ça est extrêmement programmé. Depuis le début, tu iras à ce point B, tu iras à ce point-là. Et la seule différence aujourd'hui, c'est qu'ils définissent eux-mêmes le chemin qu'ils peuvent prendre pour aller à ce fameux point A ou à ce fameux point B. Ils optimisent, mais ils ne décident pas. Toujours pas. Il n'existe pas aujourd'hui de... C'est ça la différence entre mule et robot? C'est la décision? Alors, le robot au sens... Le robot, c'est juste un mot vulgaire que tout le monde utilise. Oui, effectivement, le robot, c'est un mot extrêmement vulgarisé. On l'entend dans le... Comment dire? Dans la société aujourd'hui, c'est toute technologie capable de se déplacer. J'ai apporté une subtilité, moi, dans ma thèse de droit, c'était obligatoire parce que quand tu fais du droit, en fait, tu es obligé d'être extrêmement précis sur les termes. Et donc, pour moi, le robot était finalement ce qu'on appelle aujourd'hui Terminator, c'est-à-dire une machine capable à la fois de se mouvoir, donc d'être indépendant, et capable également de choisir elle-même sa destination et son action. Voilà, j'utilise bien le terme choisir parce qu'une technologie ne décide pas, on pourrait y revenir plus tard. Mais du coup, effectivement, le robot est finalement ce fantasme qui existe depuis des siècles, vers lequel on pourrait tendre et vers lequel en fait les scientifiques tendent à tout prix, d'une technologie qui serait capable de tout faire. Voilà. Ok. Et donc là, si je comprends bien, le terme que tu utilises à la base, c'est quand même mule. C'est mule, ou si je devais être extrêmement précis, c'est système robotisé terrestre. Du reste, les États-Unis utilisent ce terme-là, ils utilisent le terme de human system. On le différencie en fait entre l'aspect terrestre, donc Human Ground System. Tu as ensuite tout ce qui est aérien, donc c'est ce qu'on appelle les drones. Ensuite, quand on veut parler d'aspect plus terrestre, on parle de drones terrestres, c'est-à-dire des drones qu'on est capable de lancer à la main. Donc ça existe depuis une dizaine d'années. Et puis ensuite, on a tout ce qui est Human System dans le champ de la marine. Voilà, donc on utilise vraiment des termes spécifiques. Le terme robot, c'est vraiment quelque chose qui a été sorti de la science-fiction. Et effectivement, comme tu le dis très bien, c'est la famille de la robotique dans le sens le plus générique. Les trucs qui bougent et qu'on ne comprend pas tous. Exactement, mais qui permet aussi, ce qui est intéressant avec le terme robot, ça permet aussi de réfléchir ensemble sur l'avenir de l'humanité avec ces objets-là. Donc je trouve ça intéressant pour le débat démocratique, que finalement ce champ de recherche-là, qui appartient aux seuls chercheurs et aux industriels, sortent grâce au terme robot dans le débat de société. Donc je trouve ça très intéressant parce qu'il faut qu'on ait ce débat de société. Accepte-t-on ou pas, oui ou non, d'avoir des technologies finalement capables de choisir et se déplacer? J'étais à Amsterdam il y a quelques jours, il y a quelques semaines, et pour récupérer les assiettes de ma table, un mule robot droïde automate est arrivé à ma table. On a mis les assiettes dedans, il a fait un sourire et il est reparti en cuisine. Et on avait vu un lave-vaisselle automatique qui prenait les plateaux et donc qui récupérait les plateaux automatiquement. Ouais. J'ai l'impression que du coup qu'aux Pays-Bas, ils ont déjà accepté une forme de ça. Dans les pays un peu de Japon, etc. aussi, c'est beaucoup plus répandu qu'en France où nous... tu m'arrêtes, mais j'en vois pas à tous les coins de rue. Ouais. Alors, il y a une acceptation effectivement beaucoup plus forte dans certains pays qui est bien évidemment due à la culture très forte, justement pour... attention au terme que j'utilisais, mais finalement au tout technologique. Alors ce terme de tout technologique est beaucoup plus utilisé aux États-Unis, c'est-à-dire c'est vraiment la prééminence de la technologie qui est fortement acceptée. Au Japon également, tu verras beaucoup de robots au service, dans le champ social, donc dans les EHPAD ou dans les organismes de santé, parce que culturellement c'est extrêmement accepté. En Corée également, effectivement à Amsterdam. Dans les pays latins,
Faut toujours qu'on débatte un peu avant. Je sors là d'un colloque de 2 jours avec 12 nationalités différentes européennes et j'ai vu que le sujet de l'intelligence artificielle n'était pas du tout perçu de la même manière parce que en réalité, on attrape tous le débat extrêmement différemment et en France, culturellement, il faut qu'on en débatte. On ne peut pas accepter quelque chose comme ça sans qu'il y ait au moins un peu de colère à droite, un peu de colère à gauche, un semblant de débat. Et puis, on a toujours été très méfiants, finalement, sur ces technologies qui arrivent là. En réalité, si je devais préciser mon propos, le français a cette particularité d'être toujours très méfiant envers une chose qui lui arrive sans comprendre, c'est-à-dire qui est derrière cette technologie. Ça, c'est très intéressant. Pourquoi l'État fait ça? Qu'est-ce qu'il veut nous imposer? Quelle est l'idéologie derrière? Où on va? Exactement, où est-ce qu'on va? C'est pour ça que tu verras en France la notion d'intelligence artificielle de confiance qui est extrêmement important. Pourquoi? Parce que est-ce que je dois faire confiance en la personne qui est derrière cette technologie qui, en fait, qui est en train de m'être imposée? Donc ça, c'est très intéressant. C'est vraiment toute la culture éthique, toute la culture du débat qui existe en France et qu'il faut finalement singulariser et promouvoir. C'est important. Voilà. Ok. Quand tu dis colloque, c'est quoi un colloque? J'imagine que tu n'as pas forcément le droit de révéler les débats, les sujets, mais c'est quoi qui pose le débat aujourd'hui dans ce qui est en train d'être réfléchi avant que ce soit public? C'est quoi les sujets? Est-ce que c'est le social? Est-ce que c'est, je sais pas, les voitures automatisées? Enfin, est-ce qu'il y a des sujets précis ou déjà? Alors là, le colloque qui nous réunissait, finalement, c'était un colloque sur l'intelligence artificielle aux mains des forces de sécurité. Donc, si je devais le traduire, c'est aux mains des policiers et aux mains de la gendarmerie nationale, par exemple, si je devais parler du cas de la France. D'accord. Le sujet principal a été en a-t-on vraiment besoin? Ensuite, comment est-ce qu'on est formé à cela? Et enfin, comment finalement la société peut accepter une technologie aux mains des forces de sécurité, là où il y a aujourd'hui, alors c'est très spécifique à la France, ça, où il y a une vraie défiance de la nation vis-à-vis de ces forces de sécurité. Du coup, effectivement, on réfléchit ensemble à cette notion de besoin, comment aussi réunir, comment réfléchir à différents cas d'usage. Finalement, on n'a pas du tout la même manière d'appréhender l'intelligence artificielle, que ça soit en Suède, en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas, typiquement. Donc du coup, c'est vraiment 2 jours où j'ai envie de dire, on discute ensemble, on essaie de voir si on pourrait, s'il y avait des cas d'usage qu'on pourrait partager ensemble, si finalement il serait utile aussi de partager des données ensemble, parce que en réalité, pour faire de l'intelligence artificielle, il faut beaucoup de données. Et donc aussi, et comprendre comment, par exemple, chaque pays appréhende ce sujet de débat démocratique. Voilà. Le résultat de ça, sincèrement, c'est que la France a une stratégie qui est quand même très en avance par rapport à d'autres pays européens, une stratégie sur l'intelligence artificielle qui est très en avance. Et surtout, peut-être qu'à la différence d'autres pays européens, on a un débat démocratique finalement aussi très poussé. Ça n'a pas l'air comme ça, mais on discute beaucoup quand même du sujet de l'intelligence artificielle dans les mains de l'État. Puis la différence aussi par rapport à d'autres pays de l'Union européenne, c'est que la gendarmerie nationale, par exemple, a l'obligation d'être transparente. Elle est redevable vis-à-vis de sa nation. Du coup, elle est obligée de dire à sa population voilà ce qu'on fait avec nos technologies, voilà ce qu'on fait avec l'intelligence artificielle, et on est obligé de vous rendre des comptes. Par rapport à d'autres, finalement, d'autres sociétés où cette obligation de redevabilité n'est pas aussi forte, finalement, dans leur propre société. D'accord. Voilà. Tu mentionnais, du coup, dans les conflits armés, pour les policiers, j'imagine que ça doit être aussi sensible, enfin, c'est bien plus sensible
comme décision à prendre que de dire est-ce que ma société de traitement d'Excel va gagner un peu de temps avec mon chat GPT. Là, c'est quand même des sujets vraiment importants qui peuvent être des grosses réussites. Est-ce qu'il y a des cas concrets où tu te dis ce sera sûrement ça les premières utilisations. Comment est-ce que ça va se passer? De la même manière que Boston Dynamics ont commencé par une mule à 4 pattes qui portait une caisse et finissent avec un mec debout qui fait des saltos. Qu'est-ce que tu penses qui vont être les premiers pas dans l'eau, les premiers doigts pour toucher, voilà. Bon, peut-être que, je sais pas, je donne une bêtise, je sais qu'il y a certains cafés dans les États-Unis où la caméra, le flux de webcam est regardé pour savoir combien de temps restent les clients, combien de cafés font chaque barman pour leur productivité, ça analyse des flux vidéo. Bon, ça, c'est le début. Peut-être que le truc final, c'est d'avoir des usages de fou pour Starbucks ou quoi. Et appliquer à ton domaine des conflits armés ou en tout cas de la militarisation de l'IA, si on peut dire ça. Est-ce que tu as des idées ? J'aime beaucoup ton approche parce que tu as une approche à la fois civile, d'exemple dans notre milieu, finalement dans notre quotidien, et une approche militaire. Pourquoi cette approche est extrêmement importante ? Parce que finalement, et c'est le nœud du problème en intelligence artificielle, c'est qu'on n'a aucune définition d'intelligence artificielle. On ne s'entend pas entre pays. Ça, c'est absolument extraordinaire. Même moi, je t'ai donné une définition de robot, mais finalement, personne ne s'entend là-dessus. En revanche, il y a une définition qui met d'accord tous les pays, c'est la notion de technologie duale. Ça veut dire quoi ? C'est exactement ce que tu viens de dire. C'est l'intelligence artificielle, qu'elle soit embarquée ou non dans un robot capable de marcher ou dans un ordinateur, bref, peu importe. En fait, finalement, par nature, cette technologie-là va servir autant dans le milieu dont on vit au quotidien que finalement dans un espace militaire. Et c'est le problème de sa réglementation. Parce que toi, dans ton quotidien, finalement, tu rentres chez toi dans 10 ans, tu te diras, bah tiens, j'ai un robot capable de cuisiner à ma place qui va m'offrir un cocktail en revenant de mon boulot, de ma journée. Et finalement, le nœud du problème, c'est que imaginons que tu sois l'ennemi de quelqu'un, en un rien de temps, ce robot-là qui est extrêmement sympathique puisqu'il fait ton dîner, peut être armé et finalement se retourner contre toi. Cette notion de réversibilité explique depuis 2012 pourquoi on n'arrive pas à réglementer cette intelligence artificielle. Parce qu'on ne peut pas la segmenter en fait. On ne peut pas la segmenter. On a envie d'exploser son usage dans ta vie au quotidien, ce que je comprends. Et puis en même temps, on se dit, on ne peut pas exploser son usage dans les armées. Pourquoi ? Parce que, en fait, on ne veut pas qu'une technologie, finalement, choisisse ou non d'ôter la vie à un homme ou non. Exemple extrêmement concret, le cas des robots militaires qui pourraient être mis à la frontière de deux pays ou au checkpoint finalement dans un conflit armé. Tu aurais devant toi un enfant avec une arme. Le droit des conflits armés n'autorise pas finalement à cibler un enfant, mais ce que peut retenir en fait une technologie, c'est que lui, on lui aura dit que devant lui, s'il voit une arme, c'est que en fait toute l'entité donc de celui qui porte l'arme sera qualifiée d'ennemi. Du coup, qu'est-ce qui fait que dans sa programmation, il va se dire je mets en avant le fait que ça soit un enfant ou je mets en avant le fait que en fait il porte une arme et donc du coup ça peut être un danger. Et donc ça, c'est toute la complexité du sujet qui existe depuis, j'ai envie de dire, voilà, depuis plus de 10 ans. C'est génial. Je rajouterais là-dessus, tu vas voir que ça va faire le lien avec finalement toute la pensée éthique, toute la culture de débat de la France. En 2012, la France décide, comprenant bien en fait cette nature duale de l'intelligence artificielle, décide de mettre le sujet au niveau international et va à l'ONU
à Genève, au sein de la Convention sur les armes classiques, cette même entité qui finalement réglemente les mines antipersonnelles, l'arme nucléaire, et dit « Ok, en fait, on va réglementer cette technologie d'intelligence artificielle, de la robotique, des systèmes d'armes létaux autonomes, comme on les entend, et instaure ce débat à l'ONU. » 10 ans plus tard, j'ai envie de dire 11 ans plus tard, en février aux Pays-Bas de 2023, là, on réunit tous les pays. Ça fait 10 ans qu'ils discutent. On réunit tous les pays. Cette fois-ci, le débat est l'idée par les Pays-Bas et la Corée du Sud. Et ils se disent, bon, là, franchement, les pays, il serait peut-être temps qu'on réglemente cette intelligence artificielle parce qu'on voit toute l'évolution dans la robotique civile. Les voitures autonomes, tout ce qui est programmation dans les drones, tout ce qui est programmation dans les ordinateurs. Il serait peut-être temps qu'on légifère. Finalement, il y a eu une déclaration commune. Israël s'est retiré de cette déclaration commune en disant non, moi je ne déclare pas que finalement je n'utiliserai pas d'intelligence artificielle dans les armées. Les États-Unis ont quand même signé, mais ça a été un petit peu frileux. Du coup, en fait, on sent que tous les pays, effectivement, oui, il ne faudra pas faire en sorte de créer des robots demain capables de tuer, mais finalement, on est obligé un peu de le faire parce que c'est un peu comme l'arme nucléaire, ça va être un moyen si les autres l'ont. de dissuader un peu, militairement parlant tous les pays. Et on le voit bien avec la guerre en Ukraine. Tu me demandais des cas d'usage. La guerre en Ukraine, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu que l'Ukraine, aidée forcément par d'autres pays occidentaux, mais pas seulement, parce que l'Iran l'a beaucoup aidé, utiliser l'intelligence artificielle pour détecter des cibles et pour faire de la reconnaissance géographique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Reconnaissance de blindés, comme ça les drones pouvaient cibler directement des blindés russes, ou reconnaissance de cibles. Alors ce qu'on appelle des cibles, c'est des emplacements géographiques stratégiques, voilà, pour justement paralyser l'avancée russe. D'ailleurs, et on a vu que... Donc quand tu dis détecter, désolé, je te coupe, c'est-à-dire que tu vas avoir des informations des photos qui sont prises, etc. Exactement. Et qui vont être traitées ultra rapidement ou de meilleure manière par des IA qui détectent les points de nœuds, les blindés sur une photo comme ça. Exactement. Ça te dit les blindés sont là en 5 secondes. Là où des analystes vont mettre des heures à traiter cette information, finalement le fait de programmer en amont, une intelligence artificielle qui va détecter hyper rapidement ce blindé-là, qui est un blindé typique russe. Des fois, 15 minutes, c'est primordial. Le temps, c'est primordial. C'est la ressource dans les conflits armés. C'est la ressource dans les conflits armés, mais c'est aussi la ressource finalement dans ton quotidien à toi. Pourquoi est-ce que des grands groupes comme BATX ou comme Meta ont réussi à s'imposer dans ta vie au quotidien et réussiront à imposer l'intelligence artificielle ? C'est qu'en réalité, ils ont fait des technologies qui sont ergonomiques, tu les saisis hyper facilement et puis ça te fait gagner du temps. Et ça, le temps, c'est primordial. C'est ce qui fait que tu captes de la donnée. Plus tu captes de la donnée, plus tu entraînes de l'intelligence artificielle et plus finalement tu t'imposes sur le marché. Donc ça, c'est génial de se rendre compte que ça soit dans le milieu militaire, les problématiques sont les mêmes. La seule différence entre le civil et le militaire, c'est que le militaire, effectivement, il y a cette puissance de feu, cette capacité à tuer, parce qu'en fait, tu dotes une technologie d'une capacité de choix avec un armement, avec un vecteur létal. C'est la grosse différence, mais sinon, il n'y a pas de différence. Le sujet est exactement le même, captation de données et le temps que tu donnes. C'est tellement et intéressant. L'acceptabilité aussi que tu as sur cette technologie-là. Parce que j'imagine que d'un pays à l'autre... ça me fait penser à cet exemple, tu parlais des voitures autonomes, où quand Tesla a sorti la voiture autonome, on a tous vu des tests, etc. Et il y a tout de suite ce dilemme du train.
Oui. Est-ce que je tue 2 grands-mères ou est-ce que je tue 10 bébés? Ouais, La voiture, elle doit prendre une des 2 routes. C'est quoi le bon choix? Est-ce exactement. qu'il y a un bon choix? Est-ce que la voiture doit plutôt aller dans le ravin et tuer le pilote pour sauver les 2 grands-mères et les 10 bébés? C'est quoi là? C'est hallucinant comme question que ça pose. Et tu as raison, dans le civil, il y a aussi le même problématique que dans le militaire, comme pour l'enfant avec l'arme, c'est la Ouais. même type de problématique en Oui, fait. ouais, exactement, parce que l'intelligence artificielle, elle ne fait que révéler les faiblesses cognitives de notre cerveau ou les faiblesses physiques de nos corps. Elle vient finalement pallier, c'est ce qu'elle a fait au début. L'informatique, c'est ce qu'il a fait au début. Le sujet, c'était je viens pallier les faiblesses physiques ou mes limitations physiques. Dans les armées, c'était extrêmement important. Par exemple, les robots démineurs. On venait pallier finalement. C'est quoi un robot démineur? Alors, un robot démineur, c'est un robot qui est capable comment dire, de se déplacer dans un champ de mines et de détecter finalement les différentes mines. Tu D'accord. avais beaucoup ça en Irak. Et c'est par là, du reste, que la robotique militaire terrestre est apparue. Et donc, elle venait mettre à distance l'homme, le soldat. Elle venait finalement pallier comment dire, ses limites physiques, et puis aussi, elle venait le protéger. C'est comme ça que la robotique est arrivée. Vaut mieux d'ailleurs. perdre un drone qu'un soldat. Exactement. Donc on lance un Et- drone. exactement. Et puis, peu à peu, en fait, le sujet, ça a été... On a, comment dire, le mot est pas le bon, mais performer ce logiciel informatique pour grignoter, il faut que vous ayez cette image-là, grignoter peu à peu, justement jusqu'au cerveau où on s'est dit, mais attends, si on a une technologie qui est capable de pallier nos faiblesses physiques, finalement notre fatigue, des terrains durs, et puis de nous mettre à distance de la mort, est-ce qu'elle serait pas capable de finalement de faire des choix à notre place? Ça reprend ce que tu viens de dire. Est-ce qu'une technologie serait pas capable de faire des meilleurs choix que nous? C'est ce qu'on trouve avec la voiture autonome. Ce débat, il est sans fond. Est-ce qu'il vaut mieux tuer une personne âgée qu'un enfant de 5 ans? En réalité, c'est le puissant fond. Vous avez t'as des tests sur Internet où tu peux faire ces tests-là. Ce qui est impressionnant, c'est que tu prends la culture chinoise, tu prends la culture C'est pas japonaise, tu pareil. prends la À culture chaque fois, française. c'est pas pareil. C'est pas du tout la même chose. C'est absolument, c'est passionnant. Et c'est parce qu'en fait, on veut une technologie qui vient supplanter notre performance cognitive. Eh bien, on se pose cette question-là. Qu'est-ce qu'elle viendrait finalement pallier chez nous? Mais tu viens d'utiliser le terme et je trouve ça exceptionnel, révéler. En fait, ça ne fait qu'écrire ce que tout le monde pense. Oui. Mais évidemment que tu vas tuer le chien plutôt que 2 enfants. Et là, tu te fais, merde, qu'est-ce que je viens de dire? Non, je veux pas tuer le chien. Mais Elia le fait, bah il faut que tu me l'écrives parce que sinon, Voilà. qu'est-ce que je fais? Et en fait, il faut l'écrire et du coup, on se révèle à nous-mêmes Oui. les choix qu'on n'accepte pas de savoir qu'on Exactement. prendrait. C'est vraiment Ouais, exact. franchement ce débat effectivement il est sans fin et j'avais justement regardé un documentaire sur la géolocalisation de ce débat, mais dans la balance peut y avoir d'un côté quelqu'un qui va dire non, je préfère tuer 10 bébés qu'une grand-mère, et à l'autre bout du monde c'est mais t'es fou, les vieux c'est sacré, les bébés on peut en refaire, et tu fais wow, c'est hallucinant. Exactement. Et là-dessus, j'aimerais rajouter aussi une petite information, c'est que toute la communication qu'on a sur l'intelligence artificielle, sur la robotique, sur les drones, elle n'est pas anodine. En réalité, le sujet est venu par les armées parce que là aussi, on est beaucoup plus sensible au drame que finalement à la bonne nouvelle. Du coup, si on se souvient, le débat est arrivé par les drones militaires. Finalement, c'était au temps d'Obama où on venait, on utilisait des drones sur des conflits comme le Yémen. Et du coup, c'est ça qui a instauré le débat de l'intelligence artificielle finalement dans nos sociétés, parce que cognitivement, là aussi, on répond mieux au drame et finalement au syndrome Terminator. Alors,
c'est pas moi qui l'ai inventé, il existe un véritable syndrome Terminator, c'est-à-dire qu'on perçoit mieux le danger, on arrive mieux à finalement à arriver à avoir de la cohésion autour d'un sujet en dramatisant aussi le sujet, en fantasmant aussi un peu le sujet, donc ce qu'on appelle le syndrome Terminator. Et donc, c'est pas anodin que finalement il y ait toujours, comment dire, que le sujet soit toujours perçu à travers la notion de danger. Parce qu'il y a une chose qui lie toutes les sociétés, c'est pas l'éthique, c'est pas les valeurs, ça j'entends beaucoup, on a tous des valeurs communes, j'en trouve pas. En réalité, ce qu'on a finalement en commun, ce sont les émotions, la peur, la colère, la joie, et ça les GAFAM l'ont très bien compris d'ailleurs. C'est pour ça qu'on appelle aujourd'hui une ère cognitive. C'est qu'à travers le champ de l'émotion, on arrive en fait à trouver de la cohésion, on arrive à replacer le débat. Et finalement, c'est comme ça qu'une idéologie prend le pas sur une autre. Il faut bien se dire que là, on est dans une compétition, qu'on est dans une course technologique où c'est une course aussi culturelle. De la manière dont on va imposer de l'intelligence artificielle, la manière dont on perçoit l'intelligence artificielle. Concrètement, ça veut dire quoi ? Que ta voiture autonome, la manière dont tu la programmes, ce qui se joue aujourd'hui, c'est quelle équipe de programmeurs, de programmateurs, de quelle équipe technique finalement va gagner. Est-ce que c'est l'équipe américaine ? Est-ce que c'est l'équipe finalement européenne ? Est-ce que c'est l'équipe chinoise ? C'est la manière dont tu perçois dont tu vas répondre à ta question, c'est cette équipe-là qui va gagner. Ouais, quelle réponse au dilemme du train va être implémentée à travers le monde entier ? Il ne s'agit que de ça. C'est incroyable. C'est vraiment de la culture, en fait, quasiment. De la culture appliquée L'enjeu directement. est culturel. Mais c'est très marrant que tu fasses... Moi, dans ma tête, j'ai eu le parallèle avec Internet. Oui. En fait, tu peux pas te dire, tout le monde utilise un smartphone, mais par contre, dans la guerre, non, on va tous rester au cheval et aux chevaux et aux lances. Ouais. Tu peux pas dire ça. Et c'est pas possible de dire non, mais on va laisser le civil et puis on va séparer le militaire. Ouais. C'est pas possible. Parce que s'il y en a un des pays qui dit oh, moi les chevaux c'est bon, hein, je prends un robot armé par IA ou j'utilise Internet ou je sais pas quoi, bah, tous les autres vont dire bah non, on y va aussi. Donc, il n'y a personne qui va vouloir être en retard. C'est comme la bombe nucléaire, en fait. C'est exactement pareil. Et d'ailleurs, c'est pour ça que... Pourquoi est-ce qu'on parle de la compétition sino-américaine ? Mais en fait, quand on lit la stratégie sino, donc chinoise, quand on lit la stratégie chinoise, China 2035, elle explique clairement... Notre approche, c'est une approche duale. C'est une approche civilo-militaire sur l'intelligence artificielle parce qu'on ne peut pas, en fait, couper l'aspect militaire de l'aspect civil. Du coup, il y a une très forte, finalement, coopération entre l'industrie militaire et l'industrie civile, ce qu'on retrouve aux États-Unis, finalement, avec cette notion de tout technologique. Donc ça, c'est l'acceptabilité sociétale. Et puis cette approche très civilo-militaire aux États-Unis, qu'on pourrait imaginer, qu'on singularise par une institution aux États-Unis qui est la DARPA. La DARPA, c'est cette institution qui, justement, fait le lien entre le civil et le militaire et qui booste toute la technologie, start-up civile et grosse industrie militaire. La France n'est pas en retard et c'est la raison pour laquelle elle a créé dans son ministère des Armées l'AID, l'Agence d'innovation de la défense. Elle a voulu faire, en fait, ce qu'ont fait les États-Unis, c'est-à-dire avec la DARPA, créer finalement une institution qui viendrait justement engager des ressources à la fois civiles et militaires sur le sujet de grosses technologies de rupture, dont l'intelligence artificielle. C'est un gros, finalement, l'agence d'innovation, c'est un gros hub qui vient attraper, qui vient finalement aimanter tout ce qu'il y a de plus beau dans le civil, dans le milieu civil, en technologie, et puis dans le milieu, forcément, dans le milieu militaire. Donc, il y a vraiment cette... il faut avoir cet esprit civilo-militaire, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, dernier point, aujourd'hui, on parle beaucoup de réglementation en intelligence artificielle qui est fondée sur la notion
de risque. Et cette notion de risque, en fait, elle vient des drones, où on a commencé à réglementer la technologie des drones justement à travers cette notion de risque. Et pourquoi est-ce qu'on l'a fait à travers cette notion de risque ? Parce qu'on s'est dit, attends, mais comment est-ce qu'on fait pour réglementer les drones militaires qui existent déjà, les drones civils ? En réalité, seul l'usage compte. Je peux utiliser un drone civil, parce qu'en fait, on a vu qu'on pouvait utiliser des tout petits drones civils et l'envoyer sur des militaires. Il suffisait juste de prendre des drones civils, on mettait de l'armement dessus, on l'envoyait sur des militaires. C'est arrivé en Afrique. Du coup, ils se sont dit, mais attends, en réalité, il y a une véritable accessibilité de la technologie et réversibilité même avec de la technologie. un drôle dispo à la Fnac à 400 balles. Exactement. Et du coup, ils se sont dit, en fait, on va réglementer sur la notion de risque et d'usage. Donc ça a été fait sur le champ du drone. Et c'est pour ça qu'on a vu apparaître en 2018-2019 finalement la notion de risque pour l'intelligence artificielle, pour finalement le logiciel informatique. Voilà. Et donc, tu as la dualité encore du risque Exactement. Et en même temps de l'innovation, parce qu'il ne faut pas être derrière. Donc, il ne faut pas aller trop loin, trop vite, parce que sinon, tu passes pour un terroriste. Ouais. Et il ne faut pas être trop en arrière, parce que sinon, du coup, tu es déficitaire. Exactement. Et ça a été facile ensuite. On réglemente aujourd'hui sur l'intelligence artificielle, mais tu sais, c'est compliqué l'intelligence artificielle parce que tu ne peux pas le toucher. En réalité, c'est pour ça qu'on a commencé à réglementer des drones que tu peux palper, que tu peux toucher. En fait, parce que humainement, tu vois pas ce qui est infiniment petit et ce qui est infiniment grand. Du coup, tu vois ce qui est facilement ce que tu peux facilement percevoir, ce que tu peux facilement toucher. Du coup, on est passé d'abord par les drones. C'est pour ça qu'au début, on a commencé à discuter de l'importance de l'intelligence artificielle à travers la robotique militaire terrestre, parce que ça, tu pouvais le toucher, tu pouvais le voir, tu pouvais le comprendre. Et ensuite, on est allé, justement, on a ouvert le capot de cette robotique-là, finalement le cerveau de cette robotique-là, pour s'occuper de l'intelligence artificielle, qui est finalement juste un logiciel informatique. Voilà. Mais il ne faut pas oublier que cette informatique-là, elle a vocation à aller finalement dans des enveloppes corporelles. Alors aujourd'hui, des ordinateurs, c'est ce que t'expliquent toutes les grandes entreprises, mais que demain, elle aura vocation à aller dans des objets qui se déplacent. Et c'est là le véritable sujet. Ok, c'est super intéressant. Je comprends aussi beaucoup mieux comment tu légifères, ou en tout cas quelle est l'approche que vous allez avoir dans des colloques, etc. pour légiférer ça, parce que ce terme de grignoter, il est vraiment super bien. Parce qu'au début, tu te dis, je vais mettre une caisse dessus, super. Ouais. Mais ensuite, tu te rends compte que là, par exemple, pour l'armée, on va pouvoir sauver des soldats en envoyant une petite boule de matériel à 2 000 €. Ok, super. Mais en fait, la petite boule de matériel peut bouger. Donc, les jambes, ok. Ensuite, elle peut quand même peut-être avoir, je sais pas, un capteur de gaz, machin. Il y a une unité dont on n'a plus besoin parce que c'est dans le robot. Il peut peut-être y avoir un capteur d'infrarouge sonore dans le noir. Il n'a pas froid le truc. Et il n'a pas besoin de manger, il n'a pas besoin de boire. Il est géolocalisé. Il a une batterie sur lui. Il a un panneau solaire. Et tu te rends compte en fait du nombre de contraintes qu'on a nous et qui sont toutes remplaçables. Et tu finis avec un mec de Boston Dynamics avec une arme qui marche au milieu d'un terrain armé. En fait, effectivement... C'est horizon 50 ans, 5 ans. Alors, c'est intéressant ton approche parce que tu le fais à chaque fois par fonction. Effectivement, tu grignotes de plus en plus. Tu te dis, ok, ça, finalement, j'ai réussi à mettre à distance l'homme, les robots démineurs. Ça, c'est super. Ensuite, il a réussi à transporter mes 50 kilos de FAMAS, d'armement, puis de sac à dos. Ça, c'est une réussite. Et puis, peu à peu, finalement, tu te dis, quelle fonction va être remplaçable jusqu'à, finalement, est-ce que la fonction de décision va être remplaçable? Tu deviens quasiment excité en disant, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Du coup, tu grignotes peu à peu. Franchement, je reviens à cette image-là, de la fonction physique, finalement, de tes facultés physiques, ce que tu es capable de faire, à tes capacités cognitives. Tous les mots ont vraiment un sens. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que là-dessus, la France s'est prononcée hyper vite sur son approche dite éthique. Qu'est-ce que c'est que l'éthique? C'est
En 2050, tu te demandes en 2050 ce que ça va être. En 2050, la France s'est projetée hyper vite en disant « Ok, en 2050, finalement, si on continue comme ça à grignoter peu à peu, eh bien finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir ce fameux robot qui serait capable de faire des choix à notre place, où on l'aurait peut-être pas voulu ça, mais finalement, il va aller tellement vite qu'on ne pourra plus le maîtriser. » La France a décidé, en 2019 ou 2020, pardon pour la date, mais c'est dans ce coin-là, elle a créé un comité d'éthique et elle a dit, eh bien, nous, on interdit les SALA, les systèmes d'armes létaux autonomes, c'est-à-dire Terminator. On va interdire les technologies qui vont être capables de faire des choix à notre place, parce qu'on veut absolument que l'homme contrôle et maîtrise tout. En revanche, on va accepter qu'il y ait des SALIA, des systèmes d'armes intégrant de l'autonomie, IA, intégrant de l'autonomie, c'est-à-dire que, en fonction du contexte de déploiement, en fonction du contexte d'utilisation, eh bien, je vais accepter de mettre un peu plus d'intelligence artificielle capable, finalement, d'être plus ou moins indépendante. Donc on en en fonction revient du au point contexte. du début, le A et B, qu'elle soit capable de décider toute seule d'y aller, non. Mais par contre, qu'elle optimise son chemin pour faire le truc le mieux, oui. Exactement. Et que sur ce chemin-là, en fait, on lui donne certaines fonctions logistiques ou que finalement, par exemple, tu vois, il était aux États-Unis, il réfléchissait beaucoup sur la notion de killer zone. Est-ce que, par exemple, dans des zones prédéfinies où il n'y aurait que des combattants, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser des systèmes d'armes létaux autonomes? Le sujet, finalement, quand tu fais du droit des conflits armés, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait finalement de civils. C'est ça l'important. Après, en réalité, est-ce que finalement, il n'y a pas une disproportion du combat quand tu mets des robots militaires terrestres et puis face à des combattants militaires? Ça, c'est une autre question. Mais finalement, le sujet, c'est quelle fonction et puis quelle zone de déploiement. Le contexte est essentiel. Et puis surtout, la France et l'Europe, c'est pour ça que tu retrouves ça dans les sujets de réglementation, c'est est-ce que moi, humain, est-ce que je garde toujours le contrôle et la maîtrise humaine? Est-ce qu'il faut une télécommande derrière? Est-ce qu'il faut une télécommande derrière? Et finalement, et puis rapidement, tu retrouves ce sujet-là dans le milieu civil. Typiquement, c'est ce que tu retrouves sur Internet avec les cookies que tu as, les pop-up. En fait, le sujet, ça a été le consentement du citoyen, le consentement du consommateur. Comment est-ce que moi, je fais pour contrôler et maîtriser toutes les données que j'envoie en circulant sur Internet? C'est exactement le même sujet. Comment est-ce que je fais pour contrôler finalement la technologie sur Internet? Et là, dans le champ militaire, c'est sur Internet également, dans le cyberespace, mais également avec une technologie militaire. C'est le même sujet, hein. C'est le consentement d'un côté du consommateur et finalement la maîtrise et le contrôle de ces données par le citoyen. Et dans le milieu militaire, c'est le contrôle et la maîtrise par l'opérateur, en fait, plus largement par l'État, en fait, qui mène cette guerre-là. Et je voulais juste te demander, pour finir, est-ce qu'il y a un espèce de pression des pays qui n'ont pas forcément autant accès à tout ça pour dire « Oh non, c'est pas juste, les gars, non, il faut pas que ce soit faisable, il y a dans l'armée ». Et en même temps, les pays qui y ont accès disent « Mais si, regarde, tous nos concurrents, tous nos ennemis y ont accès, il faut que nous, on légifère pour nous donner droit ». Est-ce qu'il y a cette dynamique-là aussi? Non, en réalité... Où tout le monde dit... non, en fait, en réalité, personne dit je ne vais pas franchement y aller parce que tous les pays se servent... tous les pays ont un intérêt... chaque pays a un intérêt vis-à-vis de l'autre. Je te prends par exemple l'Inde qui n'est pas dotée forcément de grandes technologies en intelligence artificielle, mais finalement c'est une des plus grandes puissances sur le secteur de l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que c'est la plus grande, c'est le plus grand pôle démographique et que surtout c'est l'endroit où en fait les États-Unis envoient les données pour qu'elles soient toutes annotées, ce qu'on appelle l'annotation, c'est-à-dire que pour
rapidement, pour qu'une intelligence artificielle marche et pour qu'elle soit entraînée, il faut que l'homme lui dise oui, là c'est bien le chat, oui, là c'est bien une voiture, tu as eu raison dans ton Ils entraînement. ont le pouvoir parce qu'ils ont pas ils ont pas le matériel, mais ils ont le logiciel. La notation, c'est quelque chose que tu es obligé de faire quand tu fais de la programmation en intelligence artificielle. Et ils possèdent un maillon de la chaîne. D'accord. À Madagascar aussi. Du coup, finalement, tous ces pays-là possèdent un maillon de la chaîne. La Turquie a envoyé des drones, l'Iran a envoyé des drones, l'Afrique a son importance également, puisque c'est une terre de métaux rares. Du coup, si tu veux faire de l'intelligence artificielle et de la robotique... Donc, il y en a qui sont dedans pour la vente, il y en a qui sont dedans pour l'usage, en fait, pour tous l'emploi. les pays ont un intérêt sur tout le processus de fabrication. Donc, il n'y a pas juste le dernier utilisateur qui dit « Moi, je veux un robot qui va tenir une arme ». Pas du tout. Même si toi, tu n'es pas forcément pour le robot qui tient une arme, en fait, tu fais partie du système de fabrication. Une économie militaire. Et quand on parle de souveraineté technologique à l'Europe, c'est finalement, et qu'on dit, on va essayer de mettre sur notre pays, de maîtriser tout le processus. Bien sûr que non. Mais en réalité, le sujet de la souveraineté, c'est il faut que je garde du pouvoir de décision auprès de tous les pays dont je suis dépendant, puisque l'Afrique, c'est là où je trouve les métaux rares. Madagascar, c'est là où ils vont annoter toutes mes technologies en intelligence artificielle pour que je puisse faire de l'apprentissage. Mais bien évidemment. Bien évidemment. Okay. Je veux dire, c'est pas... rien n'est anodin là-dedans. Là, on a créé un partenariat avec les États-Unis, avec par exemple Intel, qui est un des grands fournisseurs de puces. Je veux dire, il ne faut pas là-dessus être naïf. On ne pourra pas tout faire tout seul. Donc, du coup, on est dépendants l'un de l'autre. Et c'est là où se joue cette course technologique. C'est génial. Merci beaucoup d'être venu, Isance. Merci à toi, Jean-Baptiste, pour cet échange. Si tu as besoin de partager quelque chose à l'audience, tu m'enverras le lien. Je le mettrai en dessous, que ce soit ton profil ou des choses. Ça m'a fait super plaisir de t'avoir. Merci beaucoup. Restons en contact. Mais bien sûr. Pour la suite. Quand tu veux. Merci à vous. Merci à toi.